Ma maman, c'est un dictionnaire ouvert. Elle m'a toujours appris les best practices. Même si elle n'a pas fait d'études en France, elle m'a simplement dit, la première fois que tu fais quelque chose, tu le sais pas, tu le comprends pas, bah tu le fais. La deuxième fois, tu vas rater, tu vas continuer à le faire. La troisième fois, tu apprendras, tu rateras, mais tu le feras. La quatrième fois, en fait, tu connaîtras, tu feras. La cinquième fois, tu seras expert. Et en fait, c'est la répétition qui fait que, en fait, tu deviens meilleur dans un domaine. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Est-ce que tu dirais que le monde du travail a été pour toi une maturité fois 1000, puissance 1000, c'est-à-dire un nouvel environnement? C'est le travail qui te fait prendre conscience que c'est pas compatible avec la drogue, une manière de t'émanciper parce que tu gagnes de l'argent, et puis aussi, peut-être pour la première fois, à toi de me le dire, mais de rendre fiers tes parents. Le monde du travail, c'est une certaine forme d'épanouissement et d'éducation que je trouve qui est même plus fort que l'école, parce que déjà ça m'a donné une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire aller au travail, bah je me levais forcément, je prenais mon petit déj, au déjeuner je devais manger parce que sinon j'avais plus de force l'après-midi, je rentrais, je dînais. Alors que quand je faisais pas ça, bah tu te réveilles à pas d'heure, tu manges à pas d'heure et tu te couches à pas d'heure. Donc ça te donne une certaine forme d'hygiène. Tu rencontres beaucoup de gens, des gens super avenants. Tu rencontres de mauvaises personnes bien entendu, mais si tu es assez malin, tu t'entoures des bonnes. Ces gens-là sont super bienveillants, avenants et finalement ont envie de partager leur expérience, te prennent un peu sous leur aile. Tu te fais nouveau réseau d'amis, tu vois le monde différemment, tu comprends un peu plus et en fait tu grandis et tu prends de la maturité dans ta tête. Ça t'a apporté un cadre. Ouais, exactement, ça m'a apporté un cadre. Là, tu vas évoluer dans cet univers textile, de la manutention va arriver la vente assez rapidement. De la manutention arrive la vente assez rapidement, en effet, parce que comme je préparais tout le temps les mêmes modèles, les mêmes références, parce qu'ils se vendaient bien, finalement, les gens venaient me voir en me disant ouais, quel produit tu emballes beaucoup en ce moment, quel produit tu prépares beaucoup pour comprendre un peu quel produit est le bon modèle en ce moment. Donc on leur filait les petites tips et ils étaient contents, nous on était contents, ça me coûtait rien. Et de fil en aiguille, bah ils venaient de plus en plus nous demander des petites infos et bah après ton patron au bout d'un moment il dit ah bah tiens tu les as poussés à acheter ça, acheter ci, bah viens en boutique, vends un peu, etc. Donc ça c'est assez sympa en accomplissement. Ça coûtait rien, mais ça te rapporte beaucoup parce qu'on parle depuis tout à l'heure finalement de ce besoin de reconnaissance. Et là, tu es le manutentionnaire, tu es celui qui a la clé de ce qui se vend, qui connaît les tendances. Et donc, tu deviens un personnage important de ces entrepôts où les acheteurs viennent te voir toi pour savoir quelle est la tendance, qu'est-ce qui va se vendre demain. Donc, c'est pour toi aussi, j'imagine, quelque chose de super gratifiant. C'est super gratifiant et je conseille à tous les entrepreneurs de garder un lien très proche avec le consommateur final et le plus bas, on va dire, ce que eux, en tout cas, considèrent comme le plus bas de l'échelon. Parce que en fait finalement moi j'adore même aujourd'hui aller tous les jours ou enfin souvent à l'entrepôt préparer moi-même mes commandes parce que finalement c'est le nerf de la guerre. On sait que c'est là quel produit tu prépares souvent, quel produit se vend bien, quel produit est souvent retourné et pour quelle raison, et finalement c'est toi qui pilotes ton entreprise et c'est toi t'es le mieux placé pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et c'est hyper gratifiant justement d'être valorisé par rapport à ça. Et je pense que même en étant plus loin, on va dire aujourd'hui, bah c'est bien de retrouver ces racines-là et de rester proche. Ensuite arrive la vente parce que finalement tu deviens le meilleur vendeur de l'entrepôt aux yeux de ton patron. Je dirais pas que je deviens le meilleur vendeur de mon boss. Mais je me débrouille.
Finalement, on voit le métier à 360, et on commence à faire des salons de mode comme le Wooznext, etc., où on participe, on rencontre en fait tout un nouveau monde, de nouveaux profils, voilà, et on se lie d'amitié à beaucoup de gens qui ont monté leur marque, qui voient le potentiel en nous. Et qui finalement nous donne plein de conseils très bien avisés pour juste parce que en fait ils t'apprécient. Ils se disent pas que ce mec-là peut-être il a envie de monter une entreprise ou pas. Ils te donnent juste des conseils parce que en fait ils te trouvent sympa. Ils ont un besoin de partage d'expérience. Est-ce que là, ce moment, donc cette expérience professionnelle, elle te permet aussi de prendre confiance en toi? Il y a ces conseils, aux yeux des autres, tu es crédible. Est-ce que c'est de là que te vient l'idée de devenir toi aussi un jour entrepreneur? L'idée de devenir un entrepreneur, finalement, ça m'est venu un peu comme ça. C'était un choix, oui, certes, mais c'était un choix parce que j'avais pas le choix. Finalement, aujourd'hui, c'est très sexy de dire oui, je suis un autodidacte, j'ai réussi tout seul, je suis parti from scratch. J'ai galéré, mais quand moi j'ai arrêté l'école, on m'a tout simplement dit ce mec-là, il foutra rien de sa life, il foutra rien de sa vie. Je suis le seul gars qui est viré du collège parmi tout le monde. Et en fait, je commence dans la vie professionnelle. Au début, comme je l'ai dit, c'est bien beau, c'est bien cool d'avoir de l'argent alors que tes potes ils sont encore à l'école. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu vas faire ça pendant 50 ans, 60 ans de ta vie sans évoluer. C'est un peu redondant et tu te fais vite un peu chier, quoi, clairement. Donc la seule issue possible, sans brevet, sans bac, sans théorie réelle et d'expérience dans d'autres domaines, finalement c'est d'entreprendre dans le domaine que tu connais le mieux. Pour entreprendre, il y a quand même un peu de savoir. Quand la dernière fois tu m'as dit une phrase très belle que te répétait ta maman. Qu'est-ce qu'elle te disait, ta maman? Ma maman, c'est pour moi en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un dictionnaire à livre ouvert. C'est un dictionnaire ouvert, pardon. Ma maman, c'est un dictionnaire ouvert. Elle m'a toujours appris les best practices, même si elle n'a pas fait d'études en France. Elle m'a simplement dit, la première fois que tu fais quelque chose, tu le sais pas, tu le comprends pas, tu le fais. La deuxième fois, tu vas rater, tu vas continuer à le faire. La troisième fois, tu apprendras, tu rateras, mais tu le feras. La quatrième fois, en fait, tu connaîtras, tu feras. La cinquième fois, tu seras expert. Et en fait, c'est la répétition qui fait que, en fait, tu deviens meilleur dans un domaine. Ce mantra-là, c'est une clé formidable. Après, pas facile à respecter tous les jours. Encore aujourd'hui, des fois, je me force à le faire. Par exemple, quand on m'a parlé de levée de fonds d'investissement, de family office, j'y connaissais quasi rien. On m'a parlé de BP. Donne-moi un BP. Pour moi, je pensais que c'était la station à essence BP. Donc, je savais pas du tout et j'ai dû taper sur Google c'est quoi un BP, un business plan, etc. Finalement, j'ai fait un BP, j'envoie au premier gars, il revient, ouais, mais en fait, ton truc est dégueulasse. Je fais, ok, où sont les erreurs? Je retravaille, je renvoie un autre gars et je renvoie un autre gars et je le retravaille à chaque fois pour à la fin, en fait, avoir un BP ultra clean parce qu'il y a 10 mecs qui m'ont dit qu'il était dégueulasse. Il y a aussi une rencontre personnelle qui va forcément égayer ton chemin professionnel, c'est Lily. À ce moment-là, quand j'étais vendeur, je sortais beaucoup, on aimait bien faire la fête, on aimait bien profiter et on était des bons vivants. Et je rencontre Lily, qui est ma femme et la cofondatrice donc de Flotte, lors d'une soirée qui m'est introduit d'une amie par une amie. Et à ce moment-là, on passe la soirée à discuter et le feeling passe très très bien ensemble. Et on se donne rendez-vous finalement pour boire un verre ensemble 3 jours plus tard. Et là, tout vous oppose. Ouais. Alors c'est marrant parce que tout nous oppose, mais on partage une vision de la finalité qui est la même. Concrètement, en fait, c'est que nos parcours sont complètement différents. Parfois notre méthodologie de travail, de réflexion, elle est complètement différente, mais la finalité, on veut la même chose. Et la finalité, c'est comment faire
pour y arriver. Et finalement, et ça avant même l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que personnellement, ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, c'était la même chose, même si des fois on n'empruntait pas le même chemin. Tout vous oppose justement, c'est quoi le parcours de Lily? Donc le parcours de Lily, pour le coup, c'est classique. Elle a fait un master 2 en marketing, chef de produit. Elle a travaillé dans des petites startups comme de l'imprimante 3D, comme des plus grosses entreprises. Elle a appris une méthodologie de travail. Elle a appris à être organisée. Elle a appris à exécuter selon des plans, un planning, etc. Alors que moi, j'étais plus foncé, tête baissée et essayer de tout casser. Donc au final, elle m'apporte un cadre. Est-ce que tu dirais que ces deux parcours qui n'ont rien à voir, finalement, vous apportent aujourd'hui l'équilibre? Ouais, clairement, les deux parcours qui n'ont rien à voir m'apportent un équilibre parfait parce que aujourd'hui, même si avec ma vision et avec ma façon de procéder, j'ai plein d'idées, j'ai des idées toutes les 5 minutes. Maintenant, entre avoir une idée et l'exécuter, il y a un océan et Lily en fait m'apporte tout ce côté dont j'ai besoin de devoir finalement mettre en place un planning, des façons de procéder, des process en place qui finalement nous permettent d'atteindre notre objectif. Flotte, ça naît de votre relation amoureuse, d'un voyage. On boit un verre ensemble, etc. On échange sur tout et sur rien. Et depuis le début, Lily a des parents entrepreneurs qui sont dans la restauration. Lily apprend beaucoup et a l'idée en tout cas d'entreprendre un jour dans sa vie. Et moi, à ce moment-là, j'avais déjà une forte envie d'entreprendre parce que justement, j'avais pas le choix et je voulais réussir ma vie finalement. Et je partage justement ce fort désir de vouloir entreprendre et ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure où Lily aussi, mais peut-être plus tard. Et en fait, peut-être on prenait pas la même voie, mais la finalité était la même. Et à ce moment-là, en fait, on se dit on se fréquente, on sort ensemble, etc. Et à ce moment-là, on se dit peut-être un jour on entreprendra ensemble, puisqu'on s'entend si bien dans la vie, pourquoi pas ensemble. Il suffit d'un rien finalement pour y arriver, puisque la meilleure amie de Lily, qui est très sensible vis-à-vis de la planète, à une sensibilité éco-responsable, etc., se tourne vers moi en me disant Mickaël, toi qui travailles depuis si longtemps dans la mode, tu connaîtrais pas une marque d'imperméable parce que je prépare mon voyage à Bali pendant la saison des pluies. Est-ce que tu connais pas une marque de mode d'imperméable assez cool, pas trop cher, qui respecterait plus ou moins en tout cas mes valeurs? Je commence à regarder, à fouiner, à chercher et finalement je trouve pas quoi. Et je dis au final t'as 2-3 marques leaders dans l'imperméable, c'est telle ou telle marque. Maintenant, elle me dit mais soit c'est pas ce que j'aime, soit c'est trop cher pour moi. Sinon, je lui dis sinon il y a la grande distribution et elle me dit non mais je vais pas faire de la randonnée ou du trek. J'ai pas envie de porter un truc très technique. Je veux rester quand même assez branché. Et à ce moment-là, ça nous met un peu la puce à l'oreille et on se dit pourquoi pas faire cette marque-là nous-mêmes. Et de fil en aiguille, au début, c'est un jeu entre Lily et moi. On se dit simplement moi, je ferai ça avec cette marque-là. Moi, je la lancerai de telle manière. Je voyais le monde de cette catégorie de produits-là très morose. On traitait souvent la pluie comme morose, déprimante, très sombre, comme quelque chose qu'il fallait absolument combattre. Alors que pour moi et Lily, on s'est dit non, nous, on va prendre le truc complètement à contre-pied. On va se dire en fait la pluie c'est cool. Sans pluie il y aurait ni fleurs, ni fruits, ni vie. On a besoin de pluie pour vivre. On s'en rend bien compte aujourd'hui. On a besoin d'eau. Et donc on va injecter de la couleur, on va injecter du sourire. On allait dans des endroits magnifiques pour montrer nos imperméables, etc. Et l'élément, on va dire déclencheur, c'est au moment où on doit trouver le nom de marque. Ça reste une blague et moi très premier degré, j'arrive, je dis à Lily la marque, on va l'appeler eau avec un simple O ou on va l'appeler pluie avec une goutte de pluie, avec une goutte d'eau sur le i. Et Lily elle me dit oh là, pas possible. Franchement, reste dans ton domaine parce que là c'est pas possible. Et elle, très forte côté marketing, elle me dit non mais
je pense que ça marchera pas avec ce nom-là. Essaie de chercher un peu plus loin. Je te donne un exemple. Au lieu de l'appeler pluie, tu devrais l'appeler flotte, parce que flotte, c'est de l'argot français. Ça peut facilement s'exporter à l'international. Ça représente la pluie, ça représente l'eau, ça représente une équipe, parce qu'une flotte de navires. Et quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai dit à Lily, ouais, on tient quelque chose, c'est magnifique. Et on a travaillé sur l'identité de marque après. Les débuts d'un entrepreneur, c'est toujours très compliqué. De trouver déjà, administrativement parlant, en France, c'est très lourd. Moi, clairement, déjà monter ma structure, est-ce que je la monte en SAS, en SARL, en SASU ou en je sais pas quoi et je sais pas quoi. Déjà, quel bon régime prendre? Pourquoi mettre 1 000 € de capital, 10 000 € de capital, 20 000 € de capital? Quelle est la différence? Trouver une banque qui veulent bien croire en toi pour déjà ouvrir le compte en banque, etc. Qu'est-ce que tu vas faire, nanani, parce qu'ils demandent le cabis. Mais pour avoir le cabis, il faut avoir un dépôt de compte. Un dépôt de compte du capital, et quand on va pour le dépôt de compte du capital, il faut le cabis. Donc en fait les deux se renvoient la balle, et en fait nous on se dit ouais mais en fait moi je veux juste monter une boîte, hein. Je veux juste faire l'administratif, et j'ai même pas encore commencé qu'on me met des bâtons dans les roues. Donc ça a été la partie où on a eu des difficultés. Ensuite la partie R&D, où on s'est dit bon bah maintenant on va fabriquer, on va créer notre produit. La première chose, et on peut dire ce qu'on veut, nous on voulait fabriquer en France, pas forcément par le côté patriotique, mais parce que c'était une facilité pour nous, parce que ça rejoignait nos valeurs, parce que ça allait être plus facile logistiquement parlant, etc. J'ai demandé à tout mon entourage qui m'ont dit ouais laisse tomber, tu n'y arriveras pas. C'est impossible, un vêtement technique, déjà un vêtement d'extérieur c'est très compliqué à faire fabriquer en France, et en plus si tu veux partir dans le technique, t'es pas sorti de l'auberge. Je dis non mais j'y vais, bah toi tu connais pas, je vais essayer, comme le mantra de ma mère disait, bon bah je vais tester. Donc je frappe à toutes les portes, je vais dans des salons comme Première Vision, etc. pour trouver mes matières, pour trouver des fournisseurs, etc. Je me rends compte qu'en fait il reste quasi plus aucun producteur, en tout cas d'imperméables en France. Il doit en rester 2 ou 3 que je contacte, qui me disent finalement ouais mais on ne te connaît pas, t'es jeune, nos carnets de commandes sont pleins. Finalement en fait, même si on aimerait prendre ta commande, sache que c'est pas avant 2-3 ans, parce que notre carnet de commandes il est plein jusqu'à dans 2-3 ans. Et on se dit ouais mais est-ce que nous on va attendre 2-3 ans? Bah non, on a envie d'avancer. Chaque année, chaque mois, chaque jour est compté. Donc on se dit bon bah on va regarder où font fabriquer finalement les meilleurs imperméables ou les imperméables de nos concurrents, où est-ce qu'ils les font fabriquer. Et on se rend compte qu'en fait que ce soit dans le luxe, dans le premium, luxe accessible ou dans le bas de gamme, bah tous sont fabriqués au même endroit qui est en Chine finalement. Et on se dit bon bah en fait il n'y a pas à chercher midi à 14h, finalement c'est là-bas que ça se trouve, donc c'est là-bas qu'on doit aller. Alors on me pose souvent la question si ça m'a aidé que je sois d'origine chinoise ou que mes parents soient d'origine chinoise. Non. La seule chose qui m'a aidé, c'est que quand je vais en Chine, bah peut-être que j'ai un cousin qui peut me faire la traduction ou m'accompagner. Mais concrètement, en fait, arriver là-bas, si vous voulez, les fabricants préfèrent traiter avec des occidentaux finalement que nous ils nous considèrent, enfin moi en tout cas ils me considèrent pas comme quelqu'un du pays, ils me considèrent comme un émigré on va dire du pays, et en fait ils aiment pas trop traiter avec des gens comme nous parce que en fait finalement on va négocier peut-être les prix, forcément ils savent pas trop comment on travaille, ils se méfient en fait, tout simplement, c'est aussi simple que ça, ils se méfient. Alors qu'avec d'autres personnes, ils vont moins se méfier. Ils vont se dire ok bon bah tu veux travailler avec moi, on travaille. Est-ce que là tu as regretté de ne pas avoir appris le mandarin finalement? Ouais, bah je regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir appris le mandarin. Je commence à en parler un peu, mais parce que bah quand j'y vais, bah j'apprends à chaque fois que j'y vais, mais c'est sûr que on regrette forcément. En fait,
produire en Chine, mais tu imposes quand même des normes assez conséquentes à tes ateliers. Hein. Ouais, quand on va aller en Chine, finalement, on est assez disruptif et on casse la chaîne. On se dit simplement, on va aller sourcer la matière, on va aller sourcer les fournitures séparément et on va aller sourcer la confection, tout ça en séparé. Donc, on va chez le fabricant de matière. On regarde justement si les matières respectent en tout cas notre cahier des charges. Nous, on voulait un tissu fait à partir de bouteilles en plastique recyclées. On a la chance de toquer à une dizaine de portes et à la fin on trouve un partenaire. Par la suite, ce qu'on a fait, on a été assez smart. On a fake it until you make it. On a fait nos échantillons. On est allé dans un salon qui est le Who's Next, dont j'avais l'habitude de participer. Je suis allé avec la collection, j'ai exposé, je leur ai dit voilà la collection qui va vous être livrée dans 6 mois si vous nous faites confiance avec tout le concept. On a réussi à avoir des commandes sur ce salon. Le monde professionnel nous a fait confiance à passer des commandes. À ce moment-là, on leur disait on te confirme la commande, c'est 30% d'acompte et 100% du solde avant la livraison. On était une toute petite marque, les commandes ne montaient pas très haut, hein, donc ils nous disaient OK. Et comme ça, on a lancé la marque. Et après, les difficultés, forcément, il y en a partout. Le Covid est arrivé et c'était un peu c'était très compliqué pour le commerce physique et pour tous nos revendeurs. Et jamais vous perdez de vue l'objectif de relocaliser en France? L'objectif de relocaliser en France, on ne le perd jamais de vue, ça reste toujours dans un coin de notre tête. On connaît la difficulté qu'il y a aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas y arriver sans sous, on sait qu'on ne peut pas y arriver sans équipe, on sait qu'on ne peut pas y arriver sans réseau non plus. Donc en fait, on prépare tout ça un peu dans notre cave et en backup. On sait que c'est compliqué, on nous fait beaucoup de remarques en nous disant oui, mais vous auriez pu fabriquer en France, etc. On bronche pas, on encaisse comme un boxeur parce qu'on sait que le revers, en fait, on arrivera plus fort. Donc finalement, ce qu'on a fait, et parce que justement, on avait du mal à trouver un partenaire, on a décidé de prendre les choses en main et c'était pour ça qu'on avait besoin de se structurer, de devenir un peu plus costaud. On a investi nous-mêmes dans des machines pour les importer en France. On a trouvé des partenaires grâce au réseau qu'on a pu construire, comme la Source Française, que je salue, Benjamin Lasserre, qui nous a aidé à trouver justement des partenaires peut-être plus petits, mais qui étaient prêts à nous accompagner en fait dans toute cette relocalisation, voire réindustrialisation. On a dû ramener les machines pour eux, leur prêter. On a dû les aider à former leur équipe pour fabriquer cette pièce-là, pour pouvoir justement sortir notre première gamme d'imperméables fabriqués en France. À aucun moment vous abandonnez l'idée parce que finalement Flotte décolle, il y a des belles collabs, vous passez sur M6 qui veut être mon associé. J'imagine que du coup les ventes décollent à ce moment-là. Vous pourriez très bien vous dire ça marche bien avec nos produits fabriqués en Chine. Continuons comme ça. Malgré en fait le décollage de Flotte, que notre système marche très bien, que notre sourcing marche très bien, on n'a jamais perdu l'idée de faire fabriquer en France parce que pour nous, dans notre cœur et dans notre tête, en étant une jeune marque, on ne devait pas dormir sur nos lauriers et aussi on avait la forte conviction qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée à fabriquer en France. On avait un devoir également en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a eu la chance et à qui on a donné la chance de vouloir participer un peu à l'économie de notre pays. La suite de la marque, on aimerait concrètement agrandir encore un peu plus notre gamme Made in France. On aimerait également que ça devienne plus accessible à le plus de gens possible parce que finalement sortir un produit Made in France à 800 €, c'est un peu rendre impossible à tout le monde. Nous, on n'a pas cette idée-là en tête. Quand on a fait un produit recyclé, responsable, on a voulu le rendre accessible. Aujourd'hui, on fait un produit fabriqué en France, on veut pouvoir aussi le rendre accessible. Par là, le chemin pour le rendre accessible, c'est forcément commencer à monter en volume, forcément augmenter les capacités de production, former le plus de personnes possible et relancer progressivement la machine. C'est pour ça qu'on demande beaucoup à notre communauté
également, de croire en nous, de nous soutenir, de partager cette aventure avec nous, parce que en fait finalement, seul, on n'y arrivera pas. Et je sais que c'est pas moi, Michael, au du haut de mes 32 ans, qui va changer le monde. Mais finalement, si on est poussé par la flotte de communautés qu'il y a derrière nous, finalement, ça va beaucoup plus vite. Et ça nous donne la force pour y arriver. Est-ce que ta mère te dit enfin qu'elle est fière de toi? Ma mère me dit, c'est assez tabou chez nous. Ma mère me dit qu'elle est fière de moi par rapport à son regard, par rapport à la façon dont elle se comporte, mais elle me dit surtout fais attention. Fais attention parce que t'es qu'au début. Fais attention parce que il y a encore plein d'embûches dans ton chemin. Fais attention parce que c'est pas facile. Mais bien sûr, c'est positif. Elle est très fière et très contente. Je pense qu'aujourd'hui, ma mère est plus fière de voir l'homme que je suis devenu plutôt que l'entreprise que j'ai accomplie. Elle est fière de voir que j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants très beaux, que j'ai une situation professionnelle. Elle est plus fière dans ce sens-là que ce que j'ai accompli en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.